Bonjour, nous sommes ensemble aujourd'hui pour évoquer le parcours associé intitulé Alchimie poétique, la boue et l'or, parcours associé qui nous permettra de réfléchir sur le recueil poétique de Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, et plus particulièrement sur un poème très surprenant, très inattendu, qui s'intitule La Charogne. Je voudrais dans un premier temps revenir sur ce poète Charles Baudelaire, que l'on a pu définir comme l'un des poètes maudits de la moitié du XIXe siècle, qu'on a pu définir aussi comme le poète de la modernité, c'est-à-dire un poète qui va s'intéresser aux choses modernes, comme par exemple le développement de la ville. Nous y reviendrons dans un instant. Il faudrait simplement ajouter plusieurs points sur ce poète. D'abord que sa vie a été mouvementée, il s'agit d'une vie de bohème, avec une situation familiale compliquée, un beau-père qu'il n'aime pas, et la nécessité, à l'âge de 20 ans, de quitter la France pour s'embarquer vers les côtes d'Afrique et de l'Orient, et aller en particulier aussi sur l'île de Bourbon, l'île de la Réunion, où donc Baudelaire va découvrir des choses exotiques, des parfums exotiques, comme il le dira dans un de ses poèmes, où il va découvrir une forme d'idéal qui va fortement nourrir son imaginaire une fois rentré à Paris. C'est donc ceci qu'il faut garder en tête. Baudelaire est un poète fissuré de l'intérieur, fragilisé par des émotions fortes. C'est un poète qui a une vision de l'idéal, qui a été donc nourrie en particulier par son séjour sur l'île Bourbon. Et par ailleurs, Baudelaire est un très grand observateur. C'est quelqu'un qui regarde ses contemporains avec un œil vif, acéré, critique. Et par ailleurs, c'est un poète qui est aussi un critique artistique, c'est-à-dire qui s'intéresse beaucoup à l'art de son temps. Si vous avez l'occasion, vous pourrez vous intéresser à des tableaux, à des peintres qui ont beaucoup impressionné Baudelaire, notamment un peintre comme Delacroix, dont les grandes peintures se retrouvent au Louvre. Donc ce qui est important, c'est de se rendre compte que ce poète est un observateur. Il observe les choses, il observe les êtres, et il observe particulièrement les choses qui peuvent sembler insignifiantes à ses contemporains. Ça, c'est un point à retenir, et évidemment un point à retenir en particulier quand on va travailler sur cette question de la boue et de l'or, c'est-à-dire la question de la transformation de la boue en or. Alors ça, c'est un titre de parcours associé qui évidemment a pu vous surprendre au cours de l'année, mais que vous avez certainement commencé à comprendre. D'abord, l'alchimie, c'est la science de la transformation. Un des plus grands alchimistes de tous les temps, qui a vécu au XIVe siècle, c'est Nicolas Flamel. La saga Harry Potter évoque en particulier cet alchimiste qui avait la réputation de transformer les métaux en or, c'est-à-dire de transformer des matières non précieuses en matières extrêmement précieuses. Sauf qu'ici, le titre du parcours associé, ce n'est pas la transformation du métal en or, métal banal en or, mais bien de la boue en or. Et peut-être que vous n'avez pas forcément saisi l'importance de cette boue. Pourquoi la boue? Pourquoi la boue, notamment à l'époque de Baudelaire, est si importante? Eh bien, là, vous avez sans doute à vous intéresser à la réalité du XIXe siècle et à la réalité des villes du XIXe siècle. Alors, on va être rapide, mais il faut se rappeler, par exemple, que Paris n'est pas le Paris d'aujourd'hui, que les banlieues parisiennes ne sont pas du tout les banlieues parisiennes d'aujourd'hui, puisque vous avez des banlieues qui sont, entre guillemets, des campagnes. Donc, vous avez des champs, des forêts, etc., etc. Ça, c'est une chose. Donc, effectivement, la campagne, ça veut dire des flaques, ça veut dire de la terre, etc. Mais même dans Paris intramuros, il faut vraiment s'en souvenir, le système des trottoirs, le système de l'évacuation des eaux usées n'est pas du tout optimal. Ça ne fonctionne pas comme aujourd'hui. Donc les rues sont relativement sales, nauséabondes. Il y a beaucoup de chiffonniers dans Paris qui ramassent tout ce qui est jeté un peu à l'emporte-pièce.
Et surtout, il y a beaucoup de boue. Par exemple, à certains moments, on est obligé de mettre des planches entre les routes pour aller d'un bout de trottoir à un autre, pour que les jeunes femmes ne trempent pas leurs robes. Donc la boue, c'est quelque chose qui est très commun à l'époque de Baudelaire. Et là, on en vient évidemment à l'articulation entre le parcours associé et les poèmes qui composent une partie du recueil Les Fleurs du Mal. Évidemment, Baudelaire va, comme je l'ai dit, travailler sur des choses insignifiantes, des petites choses de la vie, mais vraiment qui pourraient ne pas attirer l'attention du commun des mortels. Mais ces choses, elles attirent l'attention des poètes, des peintres, et aussi, il faut bien le dire, des photographes, puisque la photographie commence à avoir de l'importance à partir du milieu du XIXe siècle. En l'occurrence, je voudrais m'attarder sur un poème qui est peut-être le plus représentatif de cette question d'alchimie, de transformation de la boue en or. Il s'agit du poème issu de la section Spleen et idéal, intitulé Une charogne. Vous conviendrez avec moi qu'un poème intitulé Une charogne a de quoi nous intriguer. Il s'agit clairement d'un titre paradoxal, d'un titre étonnant, je dirais même d'un titre repoussant, puisque, par définition, une charogne, c'est un cadavre, souvent d'animal, en décomposition. Il faut vous rappeler aussi quand même qu'à l'époque de Baudelaire, vous aviez des abattoirs aux abords de Paris, les abattoirs de Montfaucon, et l'odeur des os brûlés, si vous voulez, des carcasses d'animaux était quelque chose d'assez commun dans l'ambiance un peu parisienne. Donc la question de cette charogne, là c'est une charogne qui se retrouve jonchant le sol, mais qui est finalement un élément à la fois intriguant et modificateur. Je m'explique. Imaginez que vous repériez, en vous baladant aux abords d'un jardin, dans un parc, un petit animal mort. Par exemple une souris, ou même un insecte mort, mais qui attirerait votre regard. Au milieu d'un jardin, au milieu de cailloux, peu importe. Vous aurez à remarquer que la présence de ce petit cadavre, si j'ose dire, modifie le regard que nous avons sur l'ensemble. Ça, c'est un point très important à comprendre. C'est-à-dire que un objet incongru, un objet inattendu, fût-il le plus abject qui soit, puisque le cadavre, a priori, ça renvoie à la mort, ça renvoie à l'idée de décomposition, ça va modifier le regard que nous avons sur tout le reste. Et c'est peut-être ça qui est à comprendre. En l'occurrence, quand nous abordons ce poème que je vais observer. D'abord, vous conviendrez que ce poème a une organisation particulière. Contrairement à beaucoup de poèmes des Fleurs de Mal, il ne s'agit pas d'un sonnet. Vous remarquerez la composition systématique en quatrains. Donc, le sentiment que le poète a besoin de développer particulièrement cette évocation. Évoquer, ça veut dire suggérer, ça veut dire laisser entendre, ça veut dire créer des images autour. Le poète n'est pas celui qui représente, c'est-à-dire que c'est pas celui qui explique ou qui informe de quelque chose, c'est celui qui évoque, qui suggère. Et dès le départ, la suggestion est une suggestion que je qualifierais de négative, de péjorative. Le poème commence par « Le soleil rayonnait sur cette pourriture ». D'emblée, vous avez ce mot qui vient en fin de vers, pourriture, avec les dentales, qui pose problème. Pourriture, c'est d'emblée un mot qui devrait nous arrêter, puisque nous ne sommes plus dans le champ de la beauté. Or, ça va intriguer au contraire le lecteur. Pourquoi le poète s'intéresse-t-il à cette pourriture comme afin de la cuire à point ? C'est presque amusant. C'est-à-dire que finalement, le soleil serait là un peu comme un four qui viendrait cuire une viande. En l'occurrence, la viande n'est plus possible à cuire puisqu'on est dans une pourriture, c'est-à-dire quelque chose qui serait immangeable. Et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Donc là, on a quelque chose de très intriguant, c'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose qui était extrêmement négatif,
la pourriture, et d'une certaine façon, le soleil parvient à créer l'alchimie. Vous voyez que là, on est bien dans le rapport entre le parcours associé et son titre et la réalité de ce poème. C'est-à-dire que le soleil joue la fonction d'alchimiste, transforme, pour ainsi dire, cette matière en décomposition en quelque chose qui pourrait avoir un semblant de beauté tel qu'on l'imagine. Et le ciel, regardez la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. Là, vous avez l'occasion d'étudier les figures de style. En l'occurrence, ce qu'on repère, c'est la carcasse superbe. Donc là, nous sommes bien dans l'oxymore, puisque nous avons l'association d'un moins, si j'ose dire, la carcasse, avec un plus, l'adjectificatif, mélioratif, superbe. Et évidemment, toujours pareil, le même côté intrigant du poème, avec une comparaison, comme une fleur s'épanouir, qui évidemment nous renvoie à quelque chose qui relève de la beauté, qui nous renvoie à un cliché de quelque chose qui pourrait être agréable à regarder, mais qui évidemment contredit ce par quoi le poème a été introduit, c'est-à-dire le mot pourriture. Sauf que on est avec Baudelaire systématiquement dans des logiques de contradiction, des logiques de paradoxe, c'est-à-dire que c'est le en même temps. Il y aurait quelque chose de beau, mais en même temps, c'est une réalité parfaitement triviale, parce que si on regarde tout ça, et le ciel, regardez la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir, la puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Là, on est bien dans quelque chose de troublant, puisque on est plutôt dans une évocation de quelque chose qui serait de l'ordre d'une alchimie positive, mais on revient ensuite à quelque chose de négatif. D'ailleurs, quand le poète nous dit « dans l'herbe vous crûtes vous évanouir », on imagine un petit peu, vous savez, ces jeunes gens qui viendraient s'allonger dans l'herbe, ou qui viendrait, vous savez, ça fait penser à un tableau, le déjeuner sur l'herbe, où on viendrait s'installer comme ça, avec les petites libellules, etc., les coccinelles, et on aurait cet objet qui viendrait évidemment complètement casser la beauté naturelle environnante. Les mouches bourdonnées sur ce ventre putride, vous voyez qu'on continue de renchérir sur le caractère extrêmement morbide et négatif de l'objet, avec toujours pareil une surenchère d'éléments qui négativisent l'ensemble. Les mouches, on voit bien que les mouches, elles tournent toujours autour de, voilà, ça peut être des excréments, ça peut être un cadavre en décomposition, etc., etc. Les mouches bourdonnées sur ce ventre putride, donc là, c'est l'idée de toujours pareil de pourriture, donc c'est vraiment un lien avec le premier mot, et c'est pas étonnant que ces deux mots se retrouvent à la rime sur les premières strophes. D'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Cette observation ici du poète mérite commentaire. En effet, on voit ici que nous sommes dans une forme de surenchère, dans une surenchère péjorative. C'est ça qu'il faut montrer le jour du bac, hein. Les mouches, le ventre putride, des noirs bataillons. Donc là, on est dans une hyperbole, on imagine un peu ce que ça donne, hein, c'est-à-dire un essaim de mouches, des larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. On a l'impression qu'il n'y a rien qui peut rattraper cette évocation négative. Et ça, c'est quelque chose qui est excessivement moderne, je voudrais vraiment y insister, parce que avant Baudelaire, avant les poètes maudits, disons que la beauté de la nature était souvent mise en évidence, hein, notamment par des écrivains comme Rousseau, ou même par les écrivains romantiques, qui défendaient ce qu'on appelle la belle et la bonne nature. Là, c'est pas du tout ça. On est plutôt dans une observation de quelque chose qui serait complètement négatif, mais l'idée, c'est voir comment le poète va parvenir à transformer cette image, transformer cet élément de représentation complètement négatif. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant, on eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Donc, il y a quelque chose de très impressionnant, alors même que vous vous rendez compte qu'on est au départ sur une pourriture. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que vous imaginiez que vous soyez avec une espèce de microscope ou avec une espèce de loupe. C'est-à-dire que finalement, regarder de loin un petit cadavre, par exemple, de petit oiseau, de petit moineau, ça peut être rien, ça peut être quelque chose de très insignifiant dans le décor environnant. Mais plus votre regard va se concentrer sur cet objet en décomposition, plus cet objet en décomposition va prendre du sens et va, je dirais,
non pas vous inviter à un voyage imaginaire, mais va susciter quand même des émotions et peut-être interpeller votre imagination. Et c'est là où on voit le rôle du poète. Le poète, c'est celui qui va aller regarder les choses autrement et qui va en tirer d'autres choses. Mais en l'occurrence, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur de s'approcher avec sa loupe de ce qui est le plus putride, de ce qui est le plus pourri, de ce qui est le plus horrible. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Et là, évidemment, on voit encore une fois ce balancement entre l'évocation la plus négative et puis les associations, les analogies avec des images qui seraient beaucoup plus positives. Et alors même si on a étrange musique, hein, évidemment, puisqu'on ça renvoie pas forcément à un son qui serait totalement harmonieux, le terme musique indique bien que nous sommes dans une logique de transformation, puisque ce qui était une représentation, ce qui serait, imaginons, hein, un passant voit le petit cadavre d'un petit moineau, bon voilà, il passe, bon, on peut avoir, voilà, ça peut nous interpeller, mais on passe vite en fait, c'est ça l'idée. Alors le poète, lui, il reste focalisé sur ce qu'il voit, et il procède par association d'idées. Hein, c'est une idée qui lui vient par la tête, ça nous arrive à tous hein, de fonctionner comme ça, mais lui, ça c'est très efficace, et il le retranscrit par ses vers. Les formes s'effacer n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée que l'artiste achève seulement par le souvenir. Et vous voyez bien que ce qui est intéressant, c'est que de ce qu'il voit, il est en train de tirer une évocation qui l'amène à réfléchir en des termes artistiques. On est passé tout à l'heure par la musique, et ici, incontestablement, c'est comme si ce petit cadavre, dans son environnement, finissait par correspondre à une forme de toile, au sens de tableau, et une sorte de tableau qui serait ébauché, qui ne serait pas fini. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, finalement, la première vision est une vision qui pourrait être une vision, c'est un peu repoussante, et c'est ce que va avoir le commun des mortels hein, par rapport à ce qu'il voit, et le poète, lui, arrive à transformer tout ça, et finalement, comme je le disais au départ, eh bien, ça donne l'impression de quelque chose qui prend corps, si j'ose dire, qui se dessine, qui forme un ensemble, et évidemment, le poète devient ici un peu comme le peintre qui se remémore une situation. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et ça, c'est intéressant aussi, hein, avec l'association entre le poète et l'animal. L'animal, lui, il a une autre intention. Hein, il veut profiter, en l'occurrence, des os qui sont présents ici et dont il peut tirer une substance alimentaire, alors que le poète, lui, n'est que dans l'observation. Et évidemment, il y a une espèce de concurrence qui s'établit entre les deux. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Et là encore, on a une rupture. Qu'est-ce que c'est que cette interpellation? On pourrait se dire, est-ce que le poète interpelle le lecteur? Ou est-ce qu'il interpelle quelqu'un? En l'occurrence, il interpelle certainement quelqu'un, et en l'occurrence, une de ses amantes, une de ses maîtresses, incontestablement, puisqu'on voit au féminin qu'il s'agit d'une femme, et oui, vous serez, vous qui êtes la reine des grâces, c'est-à-dire la plus belle qui soit, hein, on est ici avec l'utilisation du vocatif haut et d'une hyperbole, la reine des grâces, eh bien, là, c'est une image qui vise à projeter l'amante qui se voit comme la plus belle, comme finalement un être en décrépitude. Alors ça fait penser à deux choses, ça peut vous faire penser à deux choses, ça peut faire penser d'abord à peut-être à Blanche-Neige, parce que effectivement le miroir renvoie à la reine dans Blanche-Neige ce qu'elle pourrait être plus tard, c'est-à-dire quelqu'un qui va tomber en décrépitude, qui va forcément vieillir. Et puis ça fait penser à un autre poème que vous avez peut-être étudié, qui s'intitule Quand vous serez bien vieille, un poème du XVIe siècle, où Ronsard s'adresse à son amante et finalement la projette dans ce qu'elle sera dans quelques dizaines d'années, et où elle n'aura plus ses atours, et où elle ne sera plus, pour le dire avec Baudelaire, la reine des grâces. Donc, voyez bien comment fonctionne le poète. On est dans un processus qui nous fait partir d'une image fixe, quelque chose qui pourrait être une image, je répète, banale, hein, on voit un petit cadavre d'animal errant dans la rue ou dans un parc,
Nous, en tant que, disons, quidam, on passe dessus, on va pas s'interroger trop longtemps, le poète se focalise là-dessus, et ça crée tout un processus d'images, et qui sont des images tout aussi surprenantes, parce que là, pour le coup, l'interpellation de l'amante à ce moment-là, on l'attend pas du tout, donc il y a plein d'effets de surprise, hein, et les effets de surprise, je le répète, elles commençaient dès le premier vers, avec cette image de pourriture. Enfin, et pour finir, alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme de l'essence divine de mes amours décomposés. Et là, on voit bien, finalement, la conclusion. C'est-à-dire la vermine renvoie aux larves, envoie toutes ces évocations peu ragoûtantes tout au long du poème. En revanche, on voit aussi, par opposition, l'importance du poète. Puisque le poète, c'est celui qui garde, c'est celui qui conserve. Puisqu'il est capable de procéder à l'alchimie, puisqu'il est capable de transformer, il est aussi capable de graver, de garder ce qu'il a transformé. Autrement dit, le poème, c'est un élément de conservation de cette alchimie. Et c'est là où le poète est assez fondamental. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester de la beauté du monde? C'est ça la vraie question. Et là, on en revient au titre du parcours associé. Qu'est-ce qui va rester de la beauté du monde, de la beauté de cette femme, etc. Il va rester ce que le poète en aura dit. C'est ça qui va rester. Et de ce point de vue, la poésie est quelque part comparable à la photographie. Puisque la photographie d'art, la photographie de photographes comme Nadar, qui correspondent à l'époque de Baudelaire, eh bien, la photographie permet de conserver, par un cliché, éventuellement ce qui est beau, ce qui est signifiant, ce qui est significatif. Eh bien, ici, nous avons la fonction première de la poésie, qui est finalement d'extraire la beauté du mal, ou de la boue, si vous voulez, ou de la laideur, et de l'extraire et de la conserver. Donc tout ce qu'il faut garder aujourd'hui en tête, c'est que cette charogne, d'une certaine façon, permet au poète de repenser son regard sur le monde, de repenser sa relation aux êtres, et lui rappelle aussi quelque chose, c'est que nous sommes tous mortels, et que la principale vanité des hommes, c'est de se croire immortels, c'est de se croire plus fort que les autres, d'avoir une sorte de supériorité, de cynisme, de hauteur, alors même que vous soyez le plus banal des hommes, et ou comme dit Baudelaire, la reine des grâces, eh bien, vous êtes destiné à finir en cadavre, ou en pourriture, ou si vous préférez, en charogne. Mais tout ça, je répète, qui pourrait être uniquement trivial, totalement négatif, reste transformé par l'activité poétique qui, par les surprises qu'elle nous donne, finit par rendre cette réalité peu ragoûtante, sinon belle, au moins intrigante. Merci.